Fatti Italiani incontra oggi Michel Drahier, direttore generale dei Musei Reali del Belgio. Dottor Drahier, buongiorno. Buongiorno. Lo incontriamo anche nella veste di curatore di una splendida mostra su Kandinsky. Dottor Drahier, oggi siamo abituati all'arte astratta e in qualche maniera si banalizza l'importanza di Kandinsky nella storia dell'arte contemporanea. Vogliamo provare a spiegare l'importanza di questo artista? Alors, d'abord, je pense que l'Italie a plus d'habitude de l'abstraction qu'à Belgique. Il y a une longue tradition de peintre abstrait en Italie qui démarre d'ailleurs très tôt, avec les futuristes avant la guerre 14. En Belgique, ça n'apparaît qu'après la guerre 14. Donc c'est la première idée, c'est que Kandinsky a exposé en 1913 et que ça n'a eu aucun impact en Belgique, ça n'aura véritablement d'impact sur les artistes qu'après la Seconde Guerre mondiale, comme aux États-Unis d'une certaine façon. Et donc cette histoire de l'abstraction à l'échelle européenne, elle est très différente et très divergente selon les endroits où on se positionne et on se situe. Alors dans le cas de l'histoire de l'abstraction, évidemment, Kandinsky est un personnage tout à fait atypique. Et c'était le but un peu de cette exposition, c'était de montrer qu'il avait un enracinement dans la culture russe, à laquelle nous n'avons finalement accès que depuis très très peu de temps. Et là de nouveau, l'Italie a été très tôt tournée vers les avant-gardes russes. Au début des années 80, les premières expositions apparaissent dans le domaine, elles vont se multiplier avec la perestroïka, ce qui était moins le cas pour d'autres pays comme la Belgique. Et dans ce contexte russe, eh bien, on trouve un Kandinsky qui est un Kandinsky atypique, qui est enraciné dans une tradition qui est celle de l'icône, la découverte du monde paysan, des isbas qui sont colorés, bref, toute une histoire qui lui donne un côté russe très fort et qui rompt avec une historiographie où généralement on présente Kandinsky surtout comme un artiste russe installé en Allemagne, participant à l'expressionnisme allemand. Il est pleinement russe et sa palette est une palette qui est pleinement russe. C'est la première chose. La deuxième, c'est aussi un aspect biographique. Kandinsky est beaucoup plus âgé que les autres pionniers de l'abstraction que sont Malevich, Larionov, Taklin, pour ne citer que des Russes. Il est la génération précédente, il est de la même génération que les artistes symbolistes. Et ça a un impact dans le sens où, partant de la culture fin de siècle, il va aller vers le fauvisme et l'expressionnisme. Il ne va jamais s'intéresser au cubisme. Or, au XXe siècle, l'essentiel de l'histoire de l'abstraction sort du cubisme à partir de 1912. Et 1912, c'est un moment où l'abstraction est déjà réalisée chez Kandinsky, et on le voit avec un tableau extraordinaire qui est à l'exposition, qui vient de Tbilissi, de Géorgie, qui est la première peinture à l'huile que Kandinsky réalise probablement durant l'été 1911, et qu'il ne comprend pas, et pour lequel il va retourner vers le texte, vers du spirituel dans l'art qu'il est occupé à rédiger, pour comprendre la révolution qui s'opère. C'est un docteur en droit. Il a toujours besoin d'accompagner ce qu'il fait d'une réflexion pour comprendre ce qu'il fait. Il ne se lance pas dans l'aventure. Quindi più che un azzeramento dell'arte figurativa abbiamo uno sviluppo dell'arte figurativa, un'evoluzione nell'astrazione. Pour Kandinsky, l'abstraction, ce n'est pas le sans-objet, la non-figuration. L'abstraction, c'est en russe abstraktia, et ce n'est pas Bespredmetno qui est le sans-objet. L'abstraktia, c'est vraiment tirer du monde figuratif des éléments d'une représentation qu'on pourrait dire élargie, et notamment dans un contexte très post-symboliste, élargie au son, au parfum, aux odeurs. C'est en fait les correspondances baudelairiennes qu'il applique dans une peinture qui n'est plus prisonnière de la mimésis. Quali saranno gli sviluppi dell'arte di Kandinsky? Alors si on part du début, Kandinsky est un avocat, et cet avocat en 1895 va décider de devenir peintre, il s'installe à Munich, et s'ouvre alors une première période qui est ce qu'on pourrait appeler une sorte de période de synthèse de la culture dont il hérite, qui le conduit grosso modo jusqu'en 1908-1910. 1908 parce qu'en 6 il part à Paris, il reste en 1906-1907, puis il va à Berlin, il découvre l'expressionnisme, puis il revient à Munich en 1908, et là s'ouvre une période où à travers le paysage, il va aller progressivement vers l'abstraction, les paysages de Murnau. Cette période donc, qui se clôt en 1910, elle ouvre la période qui est vraiment celle de l'invention de l'abstraction, de manière méthodique, systématique, et c'est grosso modo de 1910 à 1914. Kandinsky est un vrai citoyen européen. Balthus est un homme assez comparable à Kandinsky pour ça. Il parle plusieurs langues, il ne se considère pas comme plus russe qu'allemand que français. C'est un citoyen européen comme il y en a très très peu aujourd'hui en fait. Et donc la guerre c'est une catastrophe, c'est l'effondrement du monde auquel il aspire. Pour lui, entre un russe et un allemand, il n'y a pas de différence, donc il n'y a pas de raison de se faire la guerre. Et la guerre va vraiment être un ébranlement.
ça ouvre une nouvelle période qui est celle de ce qu'on pourrait appeler son enthousiasme soviétique, puisque la guerre éclatant, il est en Suisse, il va regagner la Russie. Arrivé en Russie, il va là vouloir d'abord reprendre sa tradition artistique et sa peinture. Non, vous pouvez continuer, pas de problème. Il va reprendre sa peinture, mais durant un court moment. Alors il oscille entre la figuration, l'abstraction, et en même temps il se rend compte qu'il appartient à une société qui va disparaître, la société bourgeoise, et donc cette société bourgeoise devant disparaître, il est en porte-à-faux. Il est ruiné. C'était un homme riche, c'était un bourgeois aisé, c'était un rentier, il perd sa fortune, ce qui n'est quand même pas négligeable, et donc il va s'engager dans une politique de transformation de la société, en initiant une politique d'enseignement artistique et une politique de décentralisation des musées. Mais il se rend compte en même temps qu'il y a dans l'idéal de gauche une tentation totalitaire, qui est toujours présente aujourd'hui d'ailleurs, et qui conduit l'avant-garde au totalitarisme. Ce qui fait que très rapidement, il va profiter d'une invitation en 21 pour enseigner au Beaux, et il va immigrer, se rendant compte que la situation est tendue. C'est ce qu'on pourrait appeler la troisième période, qui est une période de refroidissement humain, parce qu'au travaillant en Beaux, il se rend compte que son abstraction gestuelle, qui a un héritage, Dada est fortement marqué par Kandinsky, l'abstraction évolue vers des formes géométriques pures. Il suit dans cette démarche davantage Paul Klee que vraiment les constructivistes, mais on sent que c'est un homme dont l'œuvre se refroidit. Et il est aussi révélateur de l'évolution d'une société, puisqu'il va découvrir progressivement la montée du nazisme, le fascisme. Le Beaux, qui a émigré de Weimar à Dessau, va être fermé par les nazis. Il émigre alors à Berlin. Il est un des derniers professeurs du Beaux, et en 1933, il émigre, donc très tard finalement, il émigre vers la France, où c'est la dernière période, qui est celle finalement à la fois d'un enfermement en soi-même et d'une œuvre qui évolue vers un certain surréalisme, où la Russie revient dans son imaginaire, même s'il sait qu'il n'y retournera plus jamais. Adesso le vorremmo fare invece una domanda nella sua veste di direttore dei musei. Noi siamo un sito italiano, in Italia abbiamo una straordinaria quantità di opere d'arte, però abbiamo dei problemi con la gestione di queste opere, con le strutture museali. Come sta l'arte invece in Belgio? Come direttore generale dei musei, lei ha abbastanza risorse? C'è abbastanza attenzione verso questo capitolo di spesa? C'est difficile de comparer les situations des pays européens. Le gros problème de l'Italie est l'immensité de son patrimoine. Il n'y a pas moyen de faire un trou dans le sol sans tomber sur quelque chose. On a, à une certaine époque, quand on avait des visions d'un État fort, on avait des règles qui sont des règles radicales dont on se rend bien compte aujourd'hui que nous ne pouvons plus les suivre. Je crois que l'État italien, même s'il se portait mieux, ne pourrait pas gérer l'ensemble de ce patrimoine. Le problème, c'est qu'on fonctionne avec des règles anciennes. C'est la même chose ici. Nous avons un patrimoine qui est important. La Belgique est un pays très très compliqué, qui est peut-être en voie de dilution, d'évaporation. On ne sait pas ce que ce pays va devenir. Mais en même temps, on a un patrimoine qui est un patrimoine énorme, qui n'a jamais bénéficié de l'attention qu'a le patrimoine en Italie. Je peux vous donner un exemple que moi je trouve assez étonnant. Il y a un des grands chefs-d'œuvre d'un des artistes symbolistes belges, Fernand Knopf, se trouve en Italie dans une collection privée. Cette œuvre ne peut pas venir en Belgique, elle ne peut pas sortir d'Italie. Elle est considérée comme étant un bien culturel d'importance pour l'Italie. Knopf a exposé 2 fois à la Biennale de Venise. Il n'a aucun lien avec l'Italie, aucun intérêt pour l'Italie, il n'a pas de contact particulier. Donc si un jour un Belge voulait racheter ce tableau, il ne pourrait pas le ramener en Belgique. N'est pas possible. Ça, voilà un type de raisonnement qu'à mon avis aujourd'hui on ne peut plus nier. Alors l'entretien du patrimoine, évidemment dans une situation qui est une situation de crise, bon, l'Italie c'est pas la Grèce, et la Belgique n'est pas dans la situation aujourd'hui de l'Italie, on a tous des situations fort différentes, mais en même temps il est clair qu'on voit bien qu'il y a un manque de moyens, il y a un manque de possibilités, mais aussi il y a un manque d'imagination de la part des politiques. Je trouve qu'on a un niveau, l'homme politique européen est à un niveau intellectuel relativement bas, souvent, et il y a dès lors peu d'investissement dans l'avenir, peu de confiance dans un certain nombre de solutions, et surtout peu de projection dans l'avenir. Qu'est-ce qu'elle sera l'Europe de demain? Ici en Belgique, par exemple, on a un débat sur la sidérurgie. Mais quand on regarde la sidérurgie à l'échelle planétaire, est-ce que c'est vraiment la Belgique qui demain sera un lieu de sidérurgie?
Donc, si on pose des questions en se projetant à long terme, en se disant on a des moyens pour faire quelque chose, pas pour faire beaucoup de choses, mais pour faire quelque chose, vers quoi doit-on aller? Et il est clair, me semble-t-il, quand on voyage, quand on va en Chine, quand on va au Brésil, on se rend compte que l'Europe, ça reste, à mon avis, deux choses. Ça reste une intelligence, une tradition universitaire, de recherche scientifique, de culture, et un patrimoine. L'Italie, elle est connue dans le monde entier pour son patrimoine. La France est connue dans le monde entier pour son patrimoine. L'Espagne ensuite, il y a d'autres pays qui viennent en deuxième lieu. La Grèce, c'est d'abord et avant tout un patrimoine. Et on se rend compte quand on regarde tous ces pays qu'on construit très très peu de choses. On a laissé le patrimoine se désagréger. Les catastrophes qui sont arrivées à Pompéi, c'est en fait, c'est pas simplement une perte patrimoniale, c'est une perte de débouchés économiques. Et on travaille trop peu sur ce genre de questions. Si Bruxelles veut être véritablement une capitale européenne, Bruxelles doit se doter d'un réseau de musées dans lequel on investit. Le bâtiment dans lequel vous vous trouvez ici au 59 est un parfait exemple du désinvestissement de l'État. Et il y a énormément de musées italiens dans la même situation que nous. Et ça, je pense que on ne voit pas dans aucun pays d'Europe un Malraux ou un Jack Lang qui aurait la capacité de dire tout ce patrimoine européen, c'est notre avenir. Beaucoup de gens se disent, bon, c'est le passé. Non, en fait, c'est notre avenir. Parce que si demain des Brésiliens, des Chinois, des Hongkongais, des Malais, des Indonésiens veulent venir en Europe, eh bien, c'est en grande partie parce qu'il y a ce patrimoine. E un'ultima cosa, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, qual è l'atteggiamento del cittadino belga nei confronti del suo patrimonio culturale? Come si relaziona con i musei, con le opere esposte, se c'è interesse, disinteresse, curiosità, noia? Alors, la Belgique la Belgique a une très longue tradition de création artistique, mais qu'il ne faut pas regarder sur un plan culturel, mais vraiment sur un plan d'entreprise. Le Belge est un investisseur, le Belge est un marchand. D'ailleurs, la peinture flamande va se développer en Italie parce que ce sont des marchands qui la diffusent. Le Belge est un marchand dans l'art. Il est collectionneur, mais il est surtout aussi un investisseur. Donc, il y a beaucoup de collectionneurs, il y a beaucoup de personnes qui, en Belgique, sont des personnes qui touchent à la culture, mais avec toujours un sens du patrimoine personnel. La Belgique n'est pas un pays de débat d'idées, c'est pas un pays intellectuel. Baudelaire a donné une description caractéristique d'un pays de bourgeois incultes. C'est caricatural, mais c'est pas totalement faux. Mais c'est un pays de commerçants. Et donc, on a un rapport avec ce patrimoine qui est celui-là. Il est moins identitaire qu'un bien, et ce qui explique qu'en Belgique, il y a énormément de collections privées, dans tous les domaines. Dans le domaine de l'art contemporain, dans le domaine de l'art africain, dans le domaine de l'art antique, dans tous les domaines, il y a des collections, et de très très belles collections en Belgique, parce que ce sont des amateurs, mais qu'il y a toujours un rapport à la possession, à l'avoir, et c'est quelque chose qui n'est pas neuf depuis le XVe siècle. Donc, depuis qu'il y a une identité belge qui est née avec les États bourguignons, il y a ce profil du collectionneur avec ses œuvres, et qui est un signe de richesse. Ma i belgi saranno orgogliosi però di Magritte e del museo che lei ha creato, no? Oui et non, parce que le musée Magritte est aussi critiqué par une partie du pays, parce qu'il n'est pas assez ceci, ou il n'est pas assez flamand, ou qu'il n'est pas... Donc le patrimoine est toujours un enjeu aujourd'hui de redéfinir ce que l'on est. On a le même projet par rapport à Bruegel, et c'est aussi un débat qui est intéressant. Bruegel l'Ancien est aussi une des figures majeures du patrimoine, on a sa maison, on a une collection d'œuvres, on est occupé à essayer de mettre sur pied un projet. Mais bon, il n'y a plus de mécénat, il n'y a plus de sponsoring, il n'y a pas beaucoup de moyens publics, donc c'est très très compliqué. Et il n'y a pas une volonté politique d'investir massivement dans la culture. Mais je dirais, je ne crois pas que investir massivement dans la culture soit le propos. Je parle d'investir massivement dans le patrimoine. C'est pas la même chose. D'un côté, il y a la culture qui pour moi est la création vivante, les théâtres, les artistes qui aujourd'hui travaillent, et ça c'est une chose spécifique. Pour moi, le patrimoine, il est davantage la trace, la permanence d'une intelligence qui, pour moi, fait que la politique patrimoniale est plus proche de la politique de l'enseignement, de la recherche scientifique, qui forme un tout et qui montre notre génie. Si les Belges ont été un peuple les Belges de l'époque
au XVe siècle ont été un grand peuple de marchands, c'est parce qu'ils ont développé un type de gouvernail qui leur permettait de remonter les fleuves. Et donc, il y a cette intelligence pragmatique qui débouche sur une culture. Et ça, ce sont des éléments qui sont vraiment des éléments centraux. L'Italie a connu la même chose, la France a développé la même chose, les Portugais, les Espagnols aussi. C'est ce qui explique qu'un jour, nous avons possédé le monde entier. Je n'ai pas personnellement tellement honte de ça. C'est un phénomène historique. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, on se donne des coups de fouet parce qu'on a inventé ça. C'était aussi... ce n'est pas simplement une aventure impérialiste, ça a aussi été une aventure de l'intelligence humaine, de la cartographie, du développement des techniques, de la longue vue, de tous les outils que l'intelligence européenne a produits et qui font partie de ce patrimoine. Et je crois vraiment que l'avenir de l'avenir de l'Europe passe par sortir le patrimoine de la politique culturelle, en faire une industrie en soi et reconnaître cette industrie en soi comme étant couplée à la recherche scientifique, à la pensée intellectuelle, c'est-à-dire à tout ce qui fait que l'Europe peut encore avoir quelque part un leadership et son mot à dire dans le monde. Quindi mi sembra di cogliere che lei abbia un'idea di un ripensamento della comunità europea anche in chiave di gestione del patrimonio culturale. Oui, je vais le formuler autrement. Je ne vois pas pourquoi les Grecs sont dépositaires de l'art grec. L'art grec géré par les Grecs, c'est un art régional. L'art italien géré par les Italiens, c'est un art régional. L'art flamand géré par les Flamands, c'est un art régional. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les Italiens, les Flamands ont résisté à ce qui était l'humanisme, dans lequel ils ne se reconnaissaient pas. Donc ils ont repris certains éléments. Mais en même temps, les Italiens ont adopté la pratique du portrait telle que les faisaient les Flamands, la technique telle que les faisaient les Flamands, et que ces idées se sont mises à circuler, et qu'il y a eu des gens comme Erasme, qui tout en étant un Flamand, a été un des grands humanistes de la Renaissance. De la même manière, la tradition culturelle grecque, elle percole dans toute l'Europe. Ulysse, c'est un roman de James Joyce. Et donc, avoir une vision nationale et nationaliste du patrimoine culturel, c'est omniprésent. Les Français sont les spécialistes de ce genre d'exaction. Je n'aurais jamais, l'exposition ne mérite pas la critique qu'on en a à faire. C'est une polémique qui est idiote, je crois, mais je n'aurais jamais donné comme titre à une exposition sur l'Allemagne, de l'Allemagne, qui est le titre de Madame de Staël, qui rappelle que c'est la vision que les Français ont de l'Allemagne. J'aurais fait autre chose, probablement avec les Allemands, peut-être sur une forme plus dialoguée. Je n'ai pas les moyens qu'a le Louvre pour gérer ce genre de projet, mais cette aberration nationaliste, qui par exemple au Louvre a conduit à faire un recrutement d'un conservateur français. Le recrutement n'a jamais été ouvert à des Européens. Or, c'était peut-être une chance pour le Louvre d'avoir un Européen à sa tête, un Italien, un Anglais, de telle manière que la lecture même du Louvre change et qu'on sorte des écoles nationales. On a besoin des écoles nationales. Les Belges ont besoin aujourd'hui de savoir ce qu'est la culture belge, parce qu'il y a une part de leur identité. Quand on étudie la culture belge, on comprend ce qu'est la Belgique. Donc nous en avons besoin parce que nous ne savons plus ce que c'est devenu tellement compliqué que personne ne comprend. Les Italiens ont besoin de ces racines qui sont dans l'art italien. Ça ne signifie pas pour autant que tout doit se trouver sur cette place-là et que précisément on n'aille pas dans une vision qui alors devient européenne et qui accompagne la circulation des choses. Il n'y a pas une histoire de l'art moderne, il y a beaucoup d'histoires de l'art moderne différentes en fonction des endroits où on se trouve. La Belgique n'a pas été un pays d'avant-garde, mais la Belgique a été un pays qui est passé du symbolisme au surréalisme. Mais on n'a pas fait de cubisme, futurisme, ces choses-là sont marginales chez nous. C'est une autre histoire. Et cette autre histoire, elle rend compte d'une autre réaction, d'une autre sensation, d'une autre émotion. Et c'est ce qui fait la richesse de la culture européenne, c'est cette diversité. Or, en Europe, on ne touche pas aux questions, que les communautés européennes ne touchent pas aux questions culturelles parce qu'on part du principe que c'est un élément identitaire. Et ça, je trouve personnellement idiot. Je trouve que les frises du Parthénon, le fait qu'elles soient visibles à Londres, ça fait beaucoup pour la permanence de la pensée grecque en Europe. Remettre toutes les frises du Parthénon à Athènes, ok, c'est peut-être un beau projet culturel, on peut avoir des dialogues, et les Anglais d'ailleurs n'étaient pas fermés à cette idée-là. Mais avoir cette vision et les discours délirants de Mélina Mercouri à l'époque sur le retour des reliques, des saintes reliques du Parthénon, c'est une aberration. Si on commence comme ça... Nous avons une petite collection d'art italien en Belgique. Elle n'est pas très représentative et elle est le fruit de ce que Napoléon a pris en Italie, a envoyé ici, par rapport à ce qu'il a pris ici, qu'il a envoyé en Allemagne, en Autriche, en Italie.
Mais cette petite collection italienne, elle a vraiment beaucoup d'intérêt parce qu'elle montre quelque chose qui n'est pas la culture flamande et qui donne du sens à la culture flamande. Et je crois que ça, c'est le propre de l'Europe. Et en même temps, c'est une industrie. Aujourd'hui, le patrimoine est une industrie. Et il y a très peu de théoriciens de cette industrie du patrimoine, il y a très peu de spécialistes économiques qui se penchent sur la question. Mais je suis convaincu que la sortie de la crise passera en partie par là. Et que de là, on touche le cinéma, la production audiovisuelle, la technologie de tablettes graphiques et autres, dans lesquelles l'Europe n'est plus présente, mais dans lesquelles l'Europe peut venir parce que nous avons une intelligence européenne qu'il faut mettre en évidence et qui n'a rien à voir avec l'intelligence asiatique ou sud-américaine. Grazie.